Bonjour. La question du vieillissement, perspective psychanalytique, sous la direction d'Henri Bianchi, Jacques Gauger, Jean-Paul Moraigne, Gabriel Balbo, Dominique Poivet et Louis-Vincent Thomas. Le problème d'une clinique du vieillissement n'a guère été considéré comme un enjeu important jusqu'à une époque très récente. Choc social que constitue l'augmentation de la population âgée. Problème qui n'est pas tant celui de la vieillesse, mais celui du vieillissement. Le grand âge est devenu un objet social en expansion. Réponse médicale qui frappe le grand âge. Champ clinique qui recouvre les deux notions de maladie et de vieillesse. La question ici sont les modalités typiques d'un vieillissement qui concerne la sphère psychique et somatique. Dans cette perspective, ce n'est pas que l'individu vieillit, c'est qu'il adopte vis-à-vis de cette nécessité une attitude pathologique. La difficulté ou l'aisance à vieillir sont des révélateurs de ce qu'on peut appeler l'équilibre psychique. Faisant partie de la réalité, il échappe au champ d'action de la psychanalyse. Dans quelle mesure le corps, le cerveau, et ce corps d'une autre nature que constitue l'articulation du désir à ces objets, ce vieillissement échappe à toute prise. Dans le champ de la psychanalyse et hors de son champ pour le sujet vieillissant, cherchant à saisir ce mouvement, est analysable en tant qu'il se déploie comme désir, angoisse, fantasme ou défense, et échappe à l'analyse en tant qu'il s'inscrit dans la réalité, dans l'actualité, au sens où Freud parle de névrose actuelle. Le vieillissement est donc dedans et dehors du champ d'action de la psychanalyse. La psychanalyse offre une source féconde pour saisir le vieillissement humain. La clinique du vieillissement offre à la théorie une opportunité portant interrogation sur ses propres limites. La question du vieillissement pousse le psychanalyste aux limites de l'usage qu'il peut faire de ces concepts usuels. Le vieillissement ne constitue en aucun cas le champ d'application allant de soi d'une théorie toute prête. C'est la mort qui éclaire la vieillesse, et Thomas rassemble des données de base et explorera les attitudes collectives face à la vieillesse. Dimension biologique, sociale et psychologique. Le ralentissement avec l'âge de la régénération cellulaire et du métabolisme s'évalue par le rythme, les étapes de ce ralentissement, les troubles fonctionnels induits et son impact sur la morbidité. Attitude et conduite collective de cette marginalisation. Évaluation de son coût social. Les cures de personnes âgées demeurent rares, même si la tendance est de ne pas écarter la perspective avec la même vigueur que naguère. Désir d'évoluer dans leur manière d'être, c'est encore et toujours l'infantile et ses rémanences pathogènes qu'on voit à l'œuvre. Dépression, mouvement hypocondriaque, repli narcissique s'observent souvent chez les sujets marqués par l'âge. Le fait est qu'existent des retards dans l'inéluctable processus de décrépitude, vieillard sexuellement puissant et ou demeuré très vert intellectuellement et professionnellement, se présentent aussi des prématurés du vieillir. Vieux, vieillir, vieillard, vieillesse, vieillissement, une commune racine étymologique qui ne paraît pas de nature à fonder un concept. Rien dans la théorie analytique ne donne une assise à un concept de vieillissement psychanalytique pertinent. L'action du principe de plaisir qui tend à la décharge libidinale se trouve suspendue par celle du principe de réalité qui s'oppose, elle, à une décharge non liée. La libido se trouve en nécessité de générer une économie libidinale, soit une organisation de la décharge. Le psychanalyste considère seulement la quotité disponible à chaque instant compte tenu des barrages.
L'économie de chacun a une histoire toujours longue d'événements dans la prime enfance, sans ignorer la fréquence des deuils des personnes prenant de l'âge. Avec l'âge se multiplient les pertes et la nécessité de désinvestir l'objet perdu. Accumulation qui nécessite du temps et de l'énergie. Impossibilité de faire face aux pertes trop nombreuses. Le moi change avec la vieillesse, mais dans la continuité. Soit le vieillard reste l'homme arrivé à maturité, ou le vieillard est un adolescent dont sa vieillesse est une péripétie, une crise d'adolescence n'ayant pas atteint son terme. L'inconscient ignore le temps. Le moi est une organisation installée par un jeu de force et non une puissance organisatrice autonome. De même, pour le surmoi, les choses demeurent en état, sauf à ce qu'un travail analytique réouvre, au bénéfice d'un moi plus riche, le corps à corps avec le surmoi, rendant ainsi l'individuum plus adulte, mais non pas plus vieux. Faute de trouver une base, le concept du vieillir doit être dit, ne pas appartenir à l'épistémé de la psychanalyse. Tout progrès se comprendra comme un processus de désorganisation, suivi d'un processus de réorganisation. Désintrication mettant un terme jusque-là fécond entre l'instinct de vie et l'instinct de mort, Eros Thanatos. C'est le point de vue génétique qui permet de donner au vieillir une certaine place. La structuration psychique culmine dans la génitalisation, quand l'investissement de la fonction génitale a eu pour effet de faire prévaloir un choix d'objets non narcissiques et tout ce qui s'ensuit quant à l'organisation libidino-représentative. La génitalisation implique une activité sublimatoire. La génitalisation, phase terminale de l'évolution libidinale. Avec Piaget, on formulerait que le travail psychique n'est pas seulement assimilateur de l'environnement en vue de le soumettre aux exigences du mouvement pulsionnel, il est tout autant accommodateur. L'intérieur de l'individuum se transforme en référence à l'altérité et cela traverse toute la démarche du psychanalyste. Le propre d'une phase n'est pas d'assujettir la libido à un objet, la bouche, l'anus, mais de lui faire développer une organisation mentale autour de l'investissement provisoirement privilégié des fonctions relationnelles du corps, se nourrir ou déféquer. Selon le juste mot d'Épicure, tant que l'être est là, son évanouissement est pour lui un impensable, et s'il n'est plus, il n'est pas là davantage pour penser cet anéantissement advenu. Il apparaît que la psychanalyse est en mesure de tenir sur la vieillesse un discours qui la pose et la reconnaît en tant que stade de subjectivation. Que philosopher, c'est apprendre à mourir, dit Montaigne. La vie depuis les débuts de l'enfance et jusqu'à sa fin est un désir où un sujet se révèle, attaché à des objets premiers pour en substituer d'autres. Chaque individu, sa vie durant, se construit sur un ensemble plus ou moins stable d'attachements. L'attachement est le propre de tout psychisme développé. L'homme, le portant à un niveau de complexité et d'intensité que la psychanalyse depuis Freud s'efforce de déchiffrer. L'attachement est à la base de la vie et donc de la vie psychique. La médiation d'un lien d'attachement postule la construction d'un espace différencié. Des organisateurs de la vie psychique sont mis en place au travers d'une cristallisation de l'attachement sur des objets stables, soubassement de toute structure névrotique ou psychotique. C'est à lui que le moi fait retour dans la vieillesse, car il est le point d'ancrage. Ainsi, l'effet structurant de la crise oedipienne est d'avoir appris au moi qu'un lien peut se transformer et qu'un objet peut être substitué à un autre. La liquidation du complexe d'Oedipe fait entrer le moi dans une période d'attachement conditionnel à des objets substituables. Cette relativisation de l'attachement est le propre de la vie adulte. Pouvoir remplacer un objet par un autre est une condition indispensable pour pouvoir affronter la vie, et que si le deuil impossible peut être un très beau thème de tragédie, il est aussi la forme d'une catastrophe psychique majeure.
Apprentissage dont la crise d'Ippienne est le moment symptomatique. La vie d'adulte s'accommode très bien d'une logique de substitution d'objets. Investir, désinvestir, réinvestir, s'attacher, se détacher ou s'attacher à nouveau. L'impératif d'attachement ne semble guère diminuer au cours du temps, du moins tant que le moi trouve des objets susceptibles d'être investis. Il se fait un jour, non que le besoin d'attachement diminue, mais que les substitutions d'objets deviennent plus difficiles. Dans la perspective de la fin de la vie, la notion d'attachement ne peut plus conserver son sens, d'où le désenchantement qui accompagne la découverte. La fin de vie marque un refus des perspectives réalistes que découvre le moi adulte et un reflux sur des positions plus anciennes. L'auteur appelle ce moment celui du retour d'attachement. Ainsi, le vieillissement peut être compris comme une dynamique, conviction de Freud, reprise par Ferenczi, que l'individu disposerait à la naissance d'une sorte de capital de libido, capital énergétique qu'il dépenserait au cours de sa vie. L'homme, vieillissant, aurait tendance à retirer la libido des objets et à retourner sur son moi propre l'intérêt libidinal dont il dispose en moindre quantité. Ferenczi observe la disparition fréquente chez les personnes âgées des sentiments de honte et de dégoût. Une grande partie de leur capacité de sublimation leur fait défaut. Ils deviennent cyniques, méchants et avares. Leur libido régresse des étapes prégénitales du développement. Karl Abraham, en 1920, souligne la tendance de l'homme vieillissant à retirer la libido des objets de son amour. Tendance à se désintéresser du monde et des autres, au repli narcissique, voire à la régression. Plutôt que la vieillesse conduise au narcissisme, le retour au narcissisme est le symptôme d'un certain mode de vieillissement, comme le défaut de sublimation et le déclin du surmoi. Nous ne sommes pas en présence d'un stade, mais de voies diverses que peut emprunter le moi pour faire face à une situation inéluctable. Le moi confronté à la fin de sa vie, la quantité de libido s'épuise avec des effets décisifs sur la personnalité. Le moi témoigne d'une étonnante capacité à maintenir sa permanence en se détachant d'un vieillissement corporel qui lui est inéluctable. Persistance du besoin d'attachement ou de la capacité d'investir. La libido se maintient dans un contexte d'échange avec l'environnement et au contraire dépérit dans un contexte de fermeture. Le sujet désirant a une économie propre pris dans le schéma établi dans l'enfance, sa structure psychique. Les voies diverses sont régressives ou élaboratives. Ce qui va déclencher le processus peut être élaboré avant la vieillesse, par une confrontation à une catastrophe, une séparation, la solitude. La régression se fait par une mobilisation défensive de la libido sur le moi et le corps, allant de pair avec un retrait de la libido des objets, une perte d'intérêt pour le monde. Repli narcissique avec une diminution d'échange avec l'environnement qui implique une tendance à la restriction de la vie relationnelle. Il y a dépeuplement de l'horizon relationnel et appauvrissement des apports affectifs, frustration dans l'épreuve quotidienne du sujet vieillissant, cela renforçant la tendance à désinvestir et ne plus faire confiance. Ressassement du passé, idéalisation de l'enfance, clôture sur un monde fantasmatique. Ces frustrations renforcent et fondent un mouvement régressif. Angoisse liée à la perte de sens et à la perte de plaisir. Problème du maintien de l'identité dans le temps. L'investissement objectal d'un attachement au monde externe produit de l'identité un attachement au monde interne, dont l'intériorité. Et l'identité apparaît dépendante du maintien d'un apport de sens par l'activité. Un travail de deuil sur les objets d'amour et sur le moi lui-même, un pôle d'attachement extérieur au moi est trouvé ou maintenu. L'identité qu'il s'agit de maintenir à tout prix dans l'urgence et l'angoisse n'est autre que celle du fonctionnement psychique lui-même. L'enjeu est de maintenir la continuité d'un milieu interne. Fin de la première partie.